Alors bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dila Journeau. Je représente l'association Métare et Élève, les Cordes du Cœur, qui vise à relever et dévoiler le potentiel de notre jeunesse aujourd'hui. J'ai le plaisir d'inviter Rav Yehia Benchetrit avec nous pour nous éclairer, de par son expérience extraordinaire et ses enseignements, le sujet qui me préoccupe et qui préoccupe aujourd'hui tout le monde. Ce décalage entre les générations, les défis qu'on rencontre et de quelle manière on peut Hem, rapprocher, les jeunes de leurs parents et créer une symbiose et une harmonie, parfaite. Bonjour, Merci beaucoup de votre accueil. merci à vous, grand honneur. Alors, je j'aimerais parler, d'un sujet qui me parle particulièrement. On a compris que c'est la jeunesse, mais après avoir vraiment trapté sur le terrain avec, toutes sortes de jeunes, je précise, c'est la jeunesse féminine, particulièrement francophone à Jérusalem. De par multiples projets et de par, l'outil essentiel et extraordinaire qu'est la musique pour, dévoiler et révéler le potentiel qui existe en chacune. Quand j'analyse un petit peu le phénomène de la génération, je me remémore un petit peu mon éducation, comment mes parents ont grandi et je vois aussi en parallèle qu'est-ce que les jeunes aujourd'hui traversent, ce qu'ils ressentent et de quelle manière ils vivent aussi, leur parcours d'évolution, dans leur propre jeunesse. Et le constat, il est comme ça. Je me rends compte que la génération d'avant, ils étaient toujours préoccupés à remplir leur vie, à avancer, à donner, à devenir, mais ils étaient pas forcément, préoccupés à ressentir les choses et à être vraiment vivants et en coordination totale avec ce qu'ils font et ce qu'ils ressentent. Et aujourd'hui, ce que je ressens et ce que je vois et ce que je constate avec les jeunes, c'est qu'ils sont en stimulation constante de ressentis. Ils ressentent, ils voient, ils s'expriment, ils sont tout le temps dans la connexion avec eux-mêmes. Ils sont à l'écoute, on va dire, de ce qu'ils ressentent. Mais quand il s'agit d'agir et de coordonner et on va dire, de concrétiser ce qu'ils ont envie et ce qu'ils ressentent, il y a un gros décalage. C'est-à-dire, ils veulent plein de choses. Ils veulent tout et en plus, ils ont un staging, on va dire. Mais d'un autre côté, quand on leur demande de faire et d'agir en fonction, ils savent plus par où commencer. Ils ont peur de prendre des risques, ils ont peur de prendre des de prendre leurs décisions et il y a ce décalage-là qu'on rencontre et finalement, on arrive à un malaise parce que les parents, la génération de nos parents, ou des parents d'aujourd'hui, ils sont dans le souci, que leurs enfants deviennent, Moutzlachim, qui réussissent dans leur vie, qu'ils évoluent, qui puissent, vraiment représenter leur fierté et d'un autre côté, les enfants, ils coopèrent pas, ça suit pas. Ils sont en recherche de vérité totale, ils veulent absolument des choses qui leur correspondent, qui leur parlent, qui les transcendent. J'aimerais comprendre, en fait, parce que finalement, les générations, peu importe l'âge, qu'ils représentent, ils recherchent tous à être heureux, tous à exister vraiment et pleinement. Pourtant, on parle pas le même langage. Certains sont dans la construction, d'autres, on va dire, dans la connexion avec eux-mêmes et ça clash quelque part. De quelle manière on pourrait vraiment, voilà, répondre à cette question? En fait, ce constat, il est toujours le générationnel, c'est-à-dire la différence entre les générations et qu'il y a une logique. Le Rav Shach, il disait qu'avant, une génération, c'était 25 ans et maintenant, quand il parlait à son époque à lui, il disait: «C'est 1 an». Ça veut dire que les choses vont de plus en plus vite. C'est un peu dans la logique qu'on dit que la venue du Mashiach, c'est comme l'entrée sur l'autoroute ou ouais, qu'il y a un moment d'accélération où les choses vont plus vite. Donc tout va plus vite. Maintenant, les sujets, ils sont éternels. Il y aura toujours cette différence entre les parents et les enfants, mais seulement que là, c'est mis en relief par le fait que le temps, il change, que les approches, elles changent, que la technologie, elle change. Donc ça demande un effort d'adaptation supplémentaire. Mais les yesodot, ils restent les mêmes, d'accord? Les goïms, ils appellent ça la fracture parentale, d'accord? C'est-à-dire que les enfants et les parents ont l'impression de ne pas être sur la même planète, qu'ils n'ont pas la même approche. Mais le fondamental, c'est-à-dire qu'il y a des choses que les parents doivent apporter aux enfants et il y a des choses que les enfants doivent apporter aux parents, ça reste. Donc moi, je dis comme ça un principe, c'est que l'incompétence des parents est compensée par l'attente des enfants. C'est-à-dire que les enfants, ils ont tellement besoin de recevoir de leurs parents que même si les parents font des erreurs au niveau formel, mais qu'ils font attention que leur esprit
soit un esprit d'amour, un esprit d'apporter, un esprit d'accompagner. C'est pas très grave il y a des erreurs, oui, qu'il y a des manques. Mais cette différence, elle est puisqu'elle dure dans toutes les générations, alors il y a une logique, dans la Torah, c'est que quand une chose dure, c'est qu'elle est nécessaire. Ça veut dire que d'un côté, il y a une fracture et c'est vrai qu'il y a une distance entre les parents et les enfants, mais d'un autre côté, c'est aussi cette distance qui permet à l'enfant de développer sa sa différence, sa personnalité, c'est-à-dire l'empreinte de sa personne dans la réalité. Donc il faut qu'il y ait, entre guillemets, le côté positif de la distance. Après la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour aider quelqu'un à distance? Parce que si tu es sur son dos, tu lui tiens la main gauche, la main droite, le pied droit, le pied gauche, la personne, elle n'a plus aucune vie. Donc ça s'appelle l'étouffement, d'accord? Aujourd'hui, c'est le harcèlement. Ou alors, à distance, d'accord, d'être quelqu'un qui va susciter, comme elle dit la Guémara, il faudrait éduquer l'enfant comme si c'était l'enfant de ton ami. Pourquoi? Parce que quand tu es impliqué en tant que parent, tu as tellement peur d'être déçu que tu peux avoir des gestes qui sont durs et difficiles et des mots et des ironies et des violences verbales. Alors que quand c'est le fils de ton ami, tu as que la pédagogie. Avec dit, c'est pareil. C'est de trouver, comment créer le lien entre, l'envie des parents d'aider sans étouffer et c'est-à-dire de créer un milieu dans lequel l'enfant il veut se développer et que l'enfant, lui, il le fait aussi pour avoir la reconnaissance de ses parents, mais en lui faisant croire qu'il le fait pour lui. Donc cette rencontre entre les 2, c'est ça qui fait le pont. Parce que les psychologues, ils disent: «Un homme toute sa vie, il a besoin d'être reconnu par son père». C'est que le gars, il a 75 ans et son père, il lui dit: «Je suis fier de toi» et le fils, il s'évanouit. Ouais, mais en vérité, cette reconnaissance du père, au niveau psychologique, elle n'est que le reflet de la reconnaissance du père chez Vachamaïm. Ça, c'est quoi le but de la vie? C'est d'arriver à là-haut à 120 ans et qu'Hachem, il dit: «Kol hakavod». Donc nous, on sait que l'enfant, il a besoin du kol hakavod de son père et d'un autre côté, on sait que les parents, ils doivent pas exister à la place des enfants. Donc c'est de calculer, en fait, compte l'influence, heu, mais avec la distance, pour que la chose, elle puisse se faire. C'est pour ça qu'on a besoin des intermédiaires. On a besoin du Rav, on a besoin des amis, on a besoin des copains, on a besoin des madrechim, on a besoin de métars et élèves. Oui, des gens qui vont faire le pont et qui vont pouvoir tenir la main des 2. Comme le Cohen, il est du côté Israël et du côté Hachem et c'est lui qui fait le kécher. Donc on a besoin des gens comme ça qui font le kécher pour que le lien puisse se faire. Parce qu'entre guillemets, en tant que parent, on est un peu désarmé puisqu'on travaille en aveugle. Oui, quand tu parles à un adulte, tu vois ses réactions, tu vois comment il agit, tu peux mesurer son niveau d'immaturité. Alors que l'enfant, il est dans un sac en toile de jute, on envoie des messages, on fait des gestes, on fait des choses, mais on ne sait pas comment c'est pris. Toi, tu es convaincu que grâce à Dieu, tu lui as mis, 250 shabbats, de bonheur, ouais, et lui, il dit: «Moi, mon père, il me saoulait de m'imposer de rester à table». Donc tu vois que c'est pas vécu forcément comment tu pensais. Ouais, c'est pareil, dans chaque situation. C'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des liens intermédiaires, qui puissent faire fusibles. Très, très important. Ouais, parce que toi, Aaron, il faisait le shalom. Donc quand il y avait une querelle, il allait voir un, il lui disait: «Tu sais, il veut absolument s'arranger avec toi et tout». Après il va voir le deuxième, il dit: «Tu sais, il est venu me voir, il m'a dit qu'il veut faire le shalom». En réalité, c'était pas vrai. Mais du coup, les gens, ils se retrouvaient. Maintenant, c'est quoi la valeur de l'intermédiaire? C'est qu'il est pas impliqué, ni un côté ni l'autre. Il est pas nogué à ce qui fait qu'il peut être objectif. Ah bah, c'est pareil. Il faut que l'intermédiaire, il faut que l'association, il faut que les personnes qui vont aider, ils soient pas nogués ni dans l'un ni dans l'autre. Ouais, et ce qui fait qu'ils peuvent être un pont parvé entre les 2 générations. Parce que c'est sûr, en résumé, que la problématique, elle existe, mais que encore une fois, si elle dure, c'est qu'elle est nécessaire et que la question, elle est pas de comment on va régler cette fracture, c'est comment on va utiliser cette fracture, cette distance, pour fabriquer du lien, mais qui soit pas un lien d'étouffement, mais un lien d'opportunité à la maturité. Alors si déjà on parle de lien, Ouais.
Et si on parle d'intermédiaire qui nous permet de relier, on va dire, 2 mondes qui ont l'air tellement différents, mais finalement veulent, la même chose, la connexion avec leur enfant et vice versa, je me tourne éventuellement vers mes parents et élèves. Oui. Je sais que j'utilise par exemple, la musique. Si déjà on en parle, j'aimerais, avoir vraiment aussi votre avis par rapport à ce sujet-là. La musique, comme ça pourrait être une autre occupation, c'est-à-dire qu'on cherche juste, tout simplement à les attraper et leur donner la possibilité, en fait, d'exister et de se révéler d'une manière qui les valorise et qui leur donne, la sensation de et vraiment la preuve qu'ils sont capables, qui s'expriment surtout. Donc pour revenir à notre Nekounda d'avant, où on disait que la jeunesse d'aujourd'hui, elle est trop dans le ressenti et pas assez dans l'expression et l'extériorisation de son potentiel. Via, tous les projets qu'on organise, donc c'est-à-dire, voilà, que ce soit les formations, les cours, les sorties, les spectacles, et les cercles qu'elles ont entre elles, on leur permet vraiment de se confronter à elles-mêmes. Des fois, on me pose la question: «Pourquoi tu fais un spectacle? Quel rapport? C'est un show? C'est pour montrer qui on est?» J'ai pas trop compris. Mais en fait, c'est tout le talir qu'on a derrière qui oblige la jeune fille à avoir un bon stress, à se donner une échéance, à se confronter face à elle-même et donner d'elle-même face au public, se montrer qu'elle est capable, montrer de la responsabilité, s'engager. Aujourd'hui, on a énormément de mal avec l'engagement, chez les jeunes, je parle surtout. Hem et finalement, même si le début du parcours, il est très difficile parce que c'est des sortir de leur zone de confort et aujourd'hui, elles ont juste besoin à chaque fois qu'on vienne à elles et qu'on les suive et que ça soit elles les chefs. On parle leur langue, mais d'un autre côté, on les tire vers, la vraie révélation de ce potentiel-là. Moi, aujourd'hui, je vois la musique et le programme qu'on représente aujourd'hui et qu'on a travaillé, vraiment à la sueur de notre front, comme ce lien intermédiaire qui permet de reconnecter, en fait, l'enfant à lui-même et ses compétences pour qu'il soit en mesure de voir quelqu'un d'autre en face de lui, donc son père ou sa mère et se rapprocher. Et ça permet aussi de montrer au père et à la mère, pour ceux qui coopèrent bien entendu, parce que des fois ça coopère pas du tout, et de se dire: «Bah, finalement mon fils ou ma fille elle est capable, elle a fait quelque chose, elle a montré qu'elle était pas juste sur son téléphone toute la journée ou elle, refuse d'aller à l'école parce que c'est trop compliqué. Elle est capable», donc ça régénère de la Emouna, de la confiance l'un avec l'autre, un souffle et un boost en fait de vie. Mais maintenant j'aimerais en fait qu'on pousse un peu plus la profondeur de même si la profondeur de la musique, vous allez le savoir Bezrat Hachem dans 2 semaines et demie au spectacle, Chanter la vie, vous allez vraiment comprendre pourquoi la musique elle impacte chacun, avec des mékorot dans notre Torah, qui montrent combien elle est Mamash Zemetaken Tanefesh Mekol Aprinot. J'aimerais vraiment qu'on puisse parler de ce moyen-là d'occupation, en quoi le fait de donner, un pas juste un lien ou un intermédiaire, mais un CLI à l'enfant comme aux parents, heu, ça peut, régénérer une personne, surtout quand on a aujourd'hui on a affaire à une explosion. C'est bien et en même temps ça relève quand même plusieurs questions de thérapeutes qui font masse, où tout le monde a envie d'aider, d'apporter, de changer, de transformer. Hem, D'où l'objectif, c'est en fait encore une fois d'approfondir, de discuter, de ressentir et nous, on est beaucoup plus dans le concret, même si c'est un outil thérapeutique aussi. Ou au contraire, on veut que l'enfant passe à l'action et qu'il se révèle. Pas juste qu'il réfléchit, mais qu'il réfléchit et qu'il applique. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, c'est un piège. Parce que même si on prend le basique du raisonnement de la Torah, il y a une mitzvah, Talmud Torah, mais la Gemara dit: «Gdola maaseh», Gdola Talmud Torah shemivil et des maaseh. Elle est grande l'étude parce qu'elle amène à l'acte. Donc en fin de compte, le but, c'est l'acte. Et après, on dit: «Shimusha yoter mitalmuda». C'est la pratique de la Torah, elle est plus que l'étude. Dans le sens où, il y a toujours 2 dimensions. Une dimension qui s'appelle Vayadarta, donc il faut connaître. Mais ça, c'est la théorie. C'est la théorie, c'est la thérapie aussi, ouais. Mais il y a Ve'ashevota levavecha. Donc tu amèneras la chose à ton cœur. C'est-à-dire que la pratique, vécue physique de la chose, elle fait pénétrer la chose dans le cœur. Maintenant, j'ai 2 exemples qui me viennent en tête. Il y a très longtemps, j'avais vu un reportage pour, chez des non-juifs, comment ils traitaient des drogués, d'accord? Bon, ouais, tu vas leur faire des trucs, genre alcoolique anonyme, comment tu ressens les choses, qu'est-ce qui s'est passé avec ta mère, ton père t'a pas allaité. Donc chacun, il va essayer d'expliquer ce qui s'est passé. Mais là, non, ils avaient fait une autre méthode. Ils prenaient des 10 drogués, ils les emmenaient sur un bateau à voile
et dans lequel il y avait 10 fonctions à remplir et c'était pas forcément des gens qui étaient formés, qui étaient marins. Donc ils avaient une formation très rapide. Après, ils partaient à la mer et dans un bateau, comme ça, hein, chaque personne a un rôle important à jouer. Donc il y a pas: «J'ai envie, j'ai pas envie, ça me saoule, je me lève pas». Non, mais tu as pas compris. Si tu t'occupes pas des voiles, le bateau il va tomber. Si tu t'occupes pas de je sais pas moi, de ramener ça ou de faire l'équilibre de ça ou de pomper l'eau. Donc ils se sont retrouvés pris dans une dynamique d'action, sans qu'on leur parle une seule fois de drogue. Évidemment, il y avait rien à fumer pendant tout le voyage et les gars, ils sont sortis de là-bas, au bout de 3 mois, ils étaient plus drogués, d'accord? Il y a cette logique. Il y a un deuxième exemple qui me vient aussi en tête, c'est qu'à l'époque, à Sarcelles, Rav Israël de Sarcelles, il avait demandé à quelqu'un de s'occuper des jeunes. Le gars, il savait pas quoi faire. C'était des gens qui étaient vraiment loin de la Torah. Il leur a dit: «On va faire un spectacle». C'est marrant, ça m'a fait penser à Meta Reiler et donc maintenant, organiser le spectacle. Bon, déjà l'idée du spectacle, après il faut écrire le script, du spectacle. Après le casting, qui c'est qui participe, les costumes, les trucs et tout ça, ça aura pris 6 mois. Mais lui, qu'est-ce qu'il faisait? À chaque fois, bah, il mettait un mot de Torah, un mot de truc. Bon, bah, quand ils sont arrivés à la fin du spectacle, ils étaient tous religieux. Pourtant, c'était pas ouvertement un objectif. Mais en tout cas, en même temps, ils ont réglé des choses personnelles, ils ont trouvé la confiance en eux, ils se sont affirmés, ils se sont liés les uns aux autres. Il y a eu plein de mariages dans ces groupes-là. Ça veut dire que tout ce que ça générait en dehors, mais encore une fois, c'est l'action. C'est pour ça que quand c'est marqué dans le passouk à propos du roi, que la Torah demande qu'on écrive un Sefer Torah pour le roi, et là-bas c'est marqué les Ma'an ilmad les ira et Hachem, afin qu'il apprenne à craindre Hachem. Alors le Messiah Téchaïm, il dit: «Mais pourquoi on n'a pas dit les Man Yira et Hachem?» Le roi, comme il est tout le temps en décision et qu'il a besoin d'avoir un système d'objectivation de sa pensée pour faire des bons choix avec Siyata Dishmaya, il a besoin d'avoir la crainte d'Hachem. Donc il va avoir un Sefer Torah dans lequel il va étudier pour avoir la crainte. Il n'a pas écrit ça. Il a écrit les Man Ilmad les Ira, afin qu'il apprenne. Or le limoud, c'est pas seulement le limoud à Torah, ouais, de Gemara, Rachid Tosfot, c'est aussi l'apprentissage du menuisier, parce qu'il est meloumad, d'accord? Donc il passe par des phases où pendant des heures, bah, il va raboter des planches et après il va apprendre à mesurer, après il va apprendre à creuser, à faire des trous, à emboîter des planches. Tout ça, c'est ce qui fait de lui un menuisier. Maintenant à la fin, quand on le voit, bon, bah, le gars il est là, il est menuisier. Ça se voit pas. OK, parce qu'il a tout à l'intérieur de lui. Alors c'est exactement pareil. L'activité extérieure, elle permet de faire pénétrer des choses à l'intérieur et c'est ça le projet. Maintenant avec la musique, c'est encore plus fort. Pourquoi? Parce que, bon, d'abord, on sait que le Gaon de Vilna, il a dit que s'il avait su chanter toutes les mahalotes qu'il a eues dans l'étude de la Torah, il les aurait eues par le chant. Bon, c'est dur à comprendre aujourd'hui parce que malheureusement, la chanson, elle est polluée, par des bêtises, mais sur le principe en soi, la musique, c'est quelque chose de très, très puissant. D'ailleurs, on dit au Olam Haba qu'on communiquera par musique, il y aura pas de paroles, ça sera que des musiques. Donc il y a une logique où la musique, elle est directement mi-lève les lèvres et à part ça, c'est que quand les enfants, ils sont transportés par le projet et qu'ils participent d'eux-mêmes et qu'ils ont un ressenti et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a une seule, c'est un peu comme la logique de la symphonie. Il y a une seule symphonie et après quand on interroge les gens: «Qu'est-ce que vous avez imaginé en écoutant?» L'autre, il va dire: «C'était dans une forêt, on était poursuivis par des lions». L'autre, il dit: «Bah, c'était un troupeau de chevaux sauvages dans la prairie». Je comprends pas, sur la même musique, chacun, il a fait une image. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un pouvoir, en fin de compte, de révéler et c'est ça le guilouille, à l'intérieur de chacun, pour qui là, c'est bien, ça sonne bien, de faire ce travail-là. Donc non seulement qu'il y a une logique évidente d'apprentissage, donc de faire des actions, orchestrées pour pouvoir donner à l'autre le prétexte pour agir et pour devenir, mais en plus de ça, de le faire avec la musique où la sensibilité, elle est impliquée en plus, parce qu'on peut faire un apprentissage de mathématiques, on peut faire un apprentissage de physique quantique. Si on fait un apprentissage avec de la musique à l'intérieur, avec de la chorégraphie, donc il y a le corps, il y a s'il y a des textes à dire, s'il y a un rôle à jouer, tout ça, c'est plusieurs facettes de la même personne qui vont être révélées par ça. C'est pour ça que apprentissage, c'est intéressant parce que le mot apprenti, en fait, c'est l'élève.
et le mot sage, c'est Chacham et l'élève, c'est Talmid. Donc en fait, Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui est en apprenti sage perpétuel. S'il est sage tout court, il devient idiot, parce qu'il pense qu'il a tout compris. S'il est apprenti toute sa vie, bon, ça s'appelle intellectuel, c'est-à-dire qu'il a des questions, mais il n'a pas de réponse, parce qu'il pense que c'est plus objectif d'avoir des questions que d'avoir des réponses. Mais par contre, quand il est en apprenti sage, c'est-à-dire c'est un cycle, j'ai des questions, j'ai des réponses, j'ai des questions, j'ai des réponses, et bien là, c'est pareil. Quand au départ, les jeunes filles, on leur fixe un programme, on leur dit, écoutez, on doit arriver à Binyan Yaouma dans 6 mois, avec une équipe cohérente et qui fonctionne ensemble et que chacun il donne le meilleur de lui-même, et ben en fait, c'est le fait d'avoir, entre guillemets, ce projet, cette carotte au bout, qui va les faire travailler pendant 6 mois. Donc, entre guillemets, l'apothéose, c'est pas la beauté du spectacle, c'est Travail qu'il y a derrière. c'est le travail qui a proposé et qui a fait que les filles sont devenues ce qu'elles sont devenues. C'est-à-dire qu'à la limite, au lieu que tout le monde se lève pour faire un standing ovation sur le spectacle, il faut faire standing ovation sur les gens qui ont participé et les gens qui ont mis en place ce programme pour aider chaque enfant. Ouais. En tout cas, c'est ce que je dis à chaque fois quand on présente un spectacle. On dit, en fait, ce que vous allez voir ce soir, même si le niveau, il est Mamash High Level et la production et le home-ec tout le home-ec de la production, il est vraiment, vraiment spécial et profond. Je leur dis: «C'est même pas 5 de tout le travail qui se passe derrière les coulisses». En fait, c'est même des fois quand, voilà, je m'adresse à des donateurs ou à des sponsors pour pouvoir se financer des événements pareils, parce que c'est des événements qui coûtent, des centaines de milliers de shekalim. Et j'ai tellement d'émouna et d'appréciation envers elles que je leur dis: «C'est pas parce que vous êtes, des jeunes, entre guillemets, des gamines que Magia a la flemme de, bah, voilà, de faire un spectacle dans un matelas ou dans une salle de choul». C'est-à-dire, je les mets dans une position où elles expriment le le maximum de leur potentiel dans des salles où même des stars, n'arrivent même pas encore à chanter là-bas. Parce que pour moi, c'est pas juste des stars qui ont un potentiel, artistique, incroyable, bien qu'elles l'ont développé, parce que de la manière quand elles arrivent et quand elles se présentent un spectacle et bichlal d'une année à l'autre, c'est des talents, extrêmes qui ressortent. C'est en fait l'envie, de montrer que dans cette jeunesse-là, qu'on croit apathique, fatiguée, comme certains ils disent même infecte, rebelle, manque de derech eretz, chutzpah וכו', bah, en fait, elle a un potentiel et des forces que je pense que, bon, déjà, moi, la génération d'avant, Birla, la génération d'avant, ils avaient pas parce qu'en fait, ils sont tellement éveillés, stimulés. C'est des adultes au niveau, on va dire, mental très rapidement. Ça veut dire ils ont accès à tellement de choses et ils brassent tellement de choses que c'est plus les enfants. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut plus dire que c'est des enfants, c'est des adultes. Mais d'un autre côté, il y a un décalage entre ce qu'ils amassent comme information et ce qui ça se digère et ça digère pas. Le problème, c'est que ces jeunes-là, quand ils se posent des questions comme tout le monde et qu'ils ont envie d'avoir les réponses, et bah, que ça soit le système israélien, religieux ou avec beaucoup de valeurs ou encore, on préserve notre image, on se dit: «Mais ça va pas ou quoi? Depuis quoi il parle de ça? Il me pose une question pareille?» Moi, jamais j'aurais osé rien qu'aborder le sujet, maintenant ils en parlent à table. Ils arrivent pas à comprendre, mais en fait, ce qu'il faut réaliser et c'est ça que vraiment j'aimerais que les parents prennent conscience, c'est que les enfants d'aujourd'hui sont plus les enfants d'avant et que en voulant les préserver et c'est bien de les préserver un maximum, mais c'est-à-dire du moment qu'ils ont leurs questions, il faut leur donner des réponses parce que du moment qu'il y a pas de réponse et ben ils vont aller les chercher ailleurs et si en plus de ça, on leur donne pas la possibilité d'exprimer, ce bilboul qu'ils ont reçu parce que même si j'ai ma fille qui me pose une question X, je lui donne une réponse, mais je suis pas là avec elle pour ressentir en fait ce qu'elle ressent, et digérer, on va dire, ce choc qu'elle a eu à ce moment-là, bah, c'est un mini trauma que je laisse passer et aujourd'hui, pour revenir en fait à la musique et au message que j'aimerais transmettre d'après sur ce sujet-là, c'est voilà, c'est l'idée en fait de l'accordage. Si on reparle de musique, une personne qui, voilà, qui joue de la guitare ou du piano et ça m'est arrivé plusieurs fois de jouer dans des endroits qui sont pas chez moi et je vois que ça sonne faux et je me dis: «Bah non, je connais bien la partition pourtant», j'essaye de continuer, j'arrive pas et à la fin, je veux pas dire non plus: «C'est le piano qui a un problème» ou «C'est moi qui connais pas ma partition», mais je continue quand même encore à jouer. Je suis obligée de m'arrêter. D'un autre côté, c'est pas ni le problème de l'instrument, ni le problème de celui qui joue, c'est le problème en fait du mécanisme en fait de l'instrument qui fait que les cordes ne sont pas accordées. On peut avoir le meilleur instrument qui coûte un prix inestimable, si je ne suis pas consciente qu'il faut accorder les cordes, ça sonnera faux. Et d'un autre côté, aujourd'hui, on est face aussi à un système, je vois parce que j'accompagne énormément de jeunes qui se font recaler ou virer de leurs écoles
où c'est un système élitique et en fait, on dit: «Bah, c'est soit tu es dans le moule, soit dehors». Donc en fait, ça veut dire que si tu sonnes faux et ben, ton instrument, il a un problème, donc tu dégages. Et il y en a d'autres qui disent, «Bah non, continue, ou fais semblant, mais en gros, ne te remets pas en question». Et c'est pas ça. En fait, il faut juste accorder les cordes. Ni on jette, ni on fait semblant, on s'arrête et on accorde et comme je le dis, quand on accorde les cordes, on les accorde une par une, c'est pas tout ensemble pour qu'elle sonne juste, il faut la faire sonner plusieurs fois jusqu'à qu'elle sonne juste. Le problème, c'est qu'on n'est pas prêt forcément et ça, vous avez dû le voir avec tous les j'imagine les couples et les familles que vous accompagnez, que les gens, ils disent: «Voilà, ça sonne faux, ça va pas dans mon couple avec mes enfants, ta 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 ta» et quand on lui dit: «OK, bah, alors il faut accorder. Alors vas-y, 1re corde, c'est ça, mais attention, ça va devoir te faire sortir, de ta zone de confort. Tu vas devoir te confronter à ça et à ça et à ça». Ils font, 3 pas en arrière et donc ils sont pas prêts à faire sonner. Ils veulent passer du coq à l'âne, en 2 secondes et demie et c'est vrai que le système, le travail qu'on fait avec Métare et Élèves via tous les projets, c'est qu'on leur permet de faire sonner ces cordes-là, tant qu'on connaît la note juste, on la fait sonner à chaque fois, on me dit: «Voilà, c'est là que tu dois arriver. Allez, vas-y, tout doucement, sonne et moi j'écoute et je t'encourage et je sonne avec toi» et cetera. Et j'ai affaire à des parents, à des gens de la communauté, même s'il y a aussi beaucoup d'encouragement, qui disent, «Non mais Guilla, mais ça va pas, non? On a vu que cette fille est maintenant, elle s'habille comme ci ou elle fait ça» ou et en parlant concrètement, je rencontre au quotidien chez les filles des gens qui sont soit chez moi ou qui sont en dehors de l'association ou qui montrent, que ça sonne très juste, mais ça sonne faux. Des addictions aux écrans, aux tranimes qui sont pas forcément, moumlatim, on va dire BOTR, que ça soit, maintenant j'entends dans les écoles à partir de 11 12 ans. Ça veut dire des filles de je veux pas dire des structures, super, méchoubachotes qui fument, mais qui fument pas n'importe quoi, en classe, des choses qu'on ne rencontrait pas avant. Avant nous, c'était un peu les latinoutes, les garçons, mais aujourd'hui on rencontre plus ça. On rencontre même, des attirances dans le même genre, mais de manière, maintenant c'est même plus un problème, c'est devenu limite un petit peu une mode. On entend tout et n'importe quoi et en fait, moi quand je rencontre ça et bah, je me voilà, la force de la musique, c'est de concentrer directement sur le cœur. C'est pas se dire: «OK, tu veux du tsumi, tu veux ci, tu veux ça». La musique, elle va essayer de donner la place du sentiment que la personne que le jeune, il a besoin. Si c'est d'être au centre, si c'est de sentir qu'il a une personnalité différente, donc il a envie d'attirer l'attention et bah, au lieu de me concentrer sur le phénomène, je me concentre sur le besoin et en musique, on donne l'apport qu'il aurait eu besoin et par magie, des choses s'en vont comme elles sont venues. Le truc, c'est que les parents ou même des gens externes, ils se disent, «Ah non, mais moi, une casée d'avare, moi, je ne peux pas, savoir que ma fille, elle pourrait être en contact avec une fille qui fait ça ou qui voit ça». Et ils sont même pas au courant que leur fille, elle est en mal-être, en dépression, en remise en question totale parce qu'elle a même pas la possibilité de faire sonner ses cordes. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire vraiment au bon, il faut être prêt, mais c'est vrai que chacun, il a son semaine de Yeshua, mais c'est-à-dire qu'il y a pas 3 chemins. On est d'accord que Bien sûr. Bah, la logique déjà, c'est qu'il faut ouvrir les yeux. Il faut arrêter de s'aveugler, c'est très dangereux et de repousser à plus tard ou de faire l'autruche. Ça ne fonctionne pas, d'accord? Comme on a dit tout à l'heure que les générations, elles vont très, très vite et aussi le Rav Shach, non, c'était le Rav Steinman. Il y avait eu un attentat à Yerushalayim et il y a eu des morts, malheureusement et hem et quand on a demandé au Rav, parce que c'était une bombe qui avait été mise dans un bus et les gens, ils avaient été déchiquetés. Ça s'appelle Mita Meshuna, une mort, vraiment, différente et difficile. Ils ont demandé à Rav Steinman comment ça se fait que c'est possible d'arriver, parce qu'il y avait des gens très fromes qui étaient dans ce bus, c'était le bus pour aller au Kotel, heu et il a dit que la Mita Meshuna, elle vient à cause de Gilui Arayot. Alors, il les gens, ils leur ont dit: «Mais on parle des gens très fromes». Il a dit: «Oui». Il a dit: «Ce qui est à 100 chez les goïms, c'est à 50 chez les gens non religieux et à 10 chez les gens religieux, mais ça existe». Le problème, c'est que la proportionnelle, elle augmente au fur et à mesure du temps. Donc de faire comme si de rien, c'est comme une fois, moi, j'étais voir une directrice d'école, ah, en France, religieuse et et je lui ai dit: «Écoutez, si vous voulez, je peux venir parler aux filles de terminale, des garçons». Elle m'a dit: «Non, non, il y a pas de ça chez nous». Maintenant pourquoi j'ai été la voir moi? Parce que j'ai eu déjà 3 parents qui m'ont raconté que leurs filles sortaient avec des garçons. Mais c'est vraiment les écoles Haredim de Paris. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut accepter
que le Yetzer Hara n'est pas mort à l'entrée de Bnei Brak, d'accord? Sinon, on aurait retrouvé son corps. Donc le Yetzer Hara, il rentre partout, d'accord? Premièrement. Deuxièmement, quand c'est marqué Dam alea shivle apikoros, tu dois savoir quoi répondre à l'apikoros. C'est-à-dire si un apikoros, il vient chez toi, un hérétique, tu dois avoir les réponses. Tu ne dois pas dire Chas v'shalom, on n'aborde pas ce genre de sujet et tout ça. Mais le Rav Yecheskiel Levinstein, qui était très religieux, il aurait pu habiter à Beit-Jegal, c'était le Mashgar de Ponevezh, il a dit: «Mais d'abord, tu dois répondre à l'apikoros qui est en toi». C'est que quand moi, des gens, même des Bachorim, même des Avreichim, ils viennent me dire: «Écoutez, j'ai honte, moi je peux vous la poser qu'à vous la question, mais j'ai des doutes sur l'existence d'Hachem». Alors que le gars, il a fait 10 ans dans des très grandes yeshivot où il est avreich et tout. Et moi, je lui dis: «Écoute, c'est bien que tu poses cette question maintenant parce que tu pourrais la poser avec 6 gosses, d'accord, à 45 ans et en pleine dépression. Donc pose tes questions, d'accord, et trouve des réponses. Et pourquoi il y a des sfarim? Pourquoi tous ces sfarim, ils parlent de ça? Ouais, pourquoi? Pourquoi le Kuzari et le Moreh Nevuchim et le Chovot Halvavot, pourquoi ils parlent de ça? Puisque ça ne nous concerne pas. C'est pour les goy et les frai. Non, c'est faux. Tout le monde est concerné. Donc, mais la logique, c'est quoi? C'est que le mot ta'am en hébreu, il veut dire le goût et en même temps, il veut dire le sens. Dans la Gemara, on dit maï ta'ama, quelle est la raison? Donc, le ta'am, c'est le sens, la signification, et en même temps, le goût. Donc, il faut savoir qu'une Torah qui n'a pas de goût n'a pas de sens, et une Torah qui n'a pas de sens n'a pas de goût. Donc, c'est très, très important que les enfants de 6, 7 ans, 8 ans, tu leur racontes des histoires, mais à 14 ans, tu commences à leur donner des explications. Mais encore une fois, tout ça, ça sera des explications au niveau théorique. Même comme on l'a expliqué dans le propos précédent, il faut très vite que ça passe à l'acte. Donc les gens, en vérité, ils doivent comprendre que, un, de pas nier que les problèmes existent. Deux, eh ben, si tu penses que ça n'existe pas, c'est pas grave d'anticiper justement pour qu'au moment où la question se posera, les enfants auront la réponse. Ouais. Comme nous, à nos enfants, bon, bah, on leur a jamais parlé des choses compliquées, des choses graves, mais on leur a donné beaucoup d'équilibre, beaucoup d'amour, beaucoup d'intelligence, beaucoup de finesse, beaucoup de moussard. Ce qui fait qu'après, ils venaient nous voir à 16 ans, 17 ans, ils disaient: «Papa, mais attends, mais mes copains, les familles, c'est des cas sociaux, hein. Faut voir la mère, faut voir le père, faut voir la dépression, faut voir les shakers, faut voir les adultères». C'est que les gosses eux-mêmes, ils se rendaient compte que en parallèle de ce qu'on leur a donné de pur, mais de construit, alors ils pouvaient avoir un référent par rapport au tordu. Mais quand on est dans le déni ou on est dans le bisounours, il y a pas de référent. C'est pour ça qu'on voit des gens de grandes familles et tout ça, qui délirent complètement. Parce qu'en fait, ils ont rien qui les retient. C'est pour ça qu'il faut avoir cette approche mature, vigilante, mature, d'amour, de donner. Mais c'est que ça soit donné de manière pratique. Et par rapport à l'a priori, par rapport à la musique, il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup de Talmidei Chachamim qui jouent des instruments de musique, ou qui adorent la musique, ou qui écoutent de la musique, et des gens qui sont vraiment grands. Voilà, encore je parlais avec un ami à moi, bon, un Dayan très connu, il adore le violon, ouais, et il écoute du violon, parce qu'il ne sait pas en jouer. Rav Ovadia Yosef, il adorait les païtanim. Pour son anniversaire, on lui a amené un grand païtan, il est resté 3 heures à l'écouter. Donc c'est sûr que la musique, il y a quelque chose. Toute la chassidoute déjà, c'est tout autour aussi Voi du nigun, ouais. Mais c'est pour ça que c'est bien de lier les 2. C'est que non seulement, il faut avoir cette conscience qu'il y a un travail à faire, ne pas être dans le niat, de croire que parce qu'on les surprotège, on les protège, c'est faux. Parce que le surprotéger, c'est comme les gens qui marchent pieds nus là dans les pays, et ben, ils attrapent jamais rien parce en fait, ils sont ils On ont m'a dit. ils ont été non, c'est que leur corps, il a déjà tous les antigènes. Alors que quand on est nous qui sommes des sociétés hyper propres, ouais, avec tous les désinfectants et les trucs, dès qu'il y a un petit truc à 2 €, bah, quand tu vas dans un pays, les gens, ils vont au Brésil ou quoi, ils attrapent un truc, ils restent au lit pendant 8 mois parce que justement, ils sont pas protégés. Donc il faut avancer, dans la pureté, dans la sainteté, mais avec les yeux ouverts. D'accord? Premièrement. Et deuxièmement, ne pas hésiter qu'il y ait des apprentissages. Comme j'ai dit, ils font de la musique, l'autre il fait du sport, l'autre il fait de eh bien, vous savez, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui était quand même connu en tant que Mechaner, il a dit que Esav, il est devenu Esav parce que ses parents, ils l'ont éduqué comme Yaakov.
C'est-à-dire que tu vois que cet enfant, il arrive à rester 8 heures devant le Guémara, colle à cavote. Celui-là, il faut qu'il joue 2 heures au foot. Tu dis: «Non, tu fais comme ton frère. Attention, il est quand même devenu Esav». Maintenant, si c'était moi qui avais dit ça, ou c'était Aldo Naori, tu aurais dit: «Bah, c'est normal, il connaît rien». Mais c'est Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Ça veut dire Chanoch Hanar al pi Darko. Et Darko, c'est pas le masculin de Darka, ça n'a rien à voir. C'est qu'il faut trouver son chemin à chaque enfant. Donc chaque parent, il est censé connaître ses enfants puisque chaque parent se connaît lui-même. Après, chaque parent connaît son conjoint, parce qu'ils ont fait un travail ensemble. Et après, chaque parent est capable de reconnaître chez l'enfant la part qui vient du père et la part qui vient de la mère. Mais en connaissant la part, ils connaissent aussi les plus et ils connaissent aussi les moins. Donc ils connaissent les nécessités. Parce que le défaut des enfants, c'est qu'ils nous ressemblent, puisqu'ils héritent génétiquement de ce qu'on est. Maintenant, dans la logique de la génétique, on a dit ça, c'est l'intériorité. Et l'intériorité, c'est le lève. Et le lève, eh ben, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, que l'apprentissage que l'on fait à l'extérieur, c'est-à-dire que les actes que l'on fait à l'extérieur, c'est pour conditionner à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on fabrique le lève avec le marassé. Alors que là, les gens ont voulu faire le lève avec le lève. Genre la thérapie, la psychologie, la truc du lève au lève. Mais à un certain âge, ça sert à rien. Ouais, parce que l'enfant, d'abord, déjà l'adulte ne comprend pas, alors l'enfant a plus forte raison. Par contre, les conséquences, elles existent. C'est-à-dire que ce qu'on fait, voilà, ce spectacle et ces séances de répétition et le fait d'avoir à apprendre son rôle et de répéter une chorégraphie 1 million de fois, et ben tout ça, c'est des apprentissages qui vont faire pénétrer dans le cœur. Et d'ici, en tant que parent, on ne le comprend pas. Donc, soit, bon, c'est une déficience intellectuelle, c'est-à-dire que les parents n'ont pas coché cerveau quand ils ont conçu les parents. Ok, enfin, bon, c'est censé être marrant, mais non, c'est que les parents eux-mêmes, Ah, eux-mêmes. ils n'ont pas eu cette chance d'avoir qu'on ait coché la case cerveau quand on les a conçus. Ou alors, c'est qu'il y a une forme de déni, parce que c'est plus facile de rester dans le conformisme. Ouais. Alors que chacun, il doit comprendre que les Dorothées, elles évoluent et qu'il faut s'adapter au nouveau Dor. Maintenant, s'adapter ne veut pas dire réformer, ne veut pas dire changer le fondamental, mais comme il y a une yeshiva très très connue, où on n'oblige pas les Bachorim, ils viennent en jean, on les oblige à rien. Ouais, que le Limouda Torah, que le Seder et les Tfilot, c'est tout ce qu'on les oblige. Et au bout d'1 an, ils sont tous Bachor Yeshiva, et au bout de 3 ans, ils sont tous Talmidei Chachamim. Et personne leur a dit un jour on met un chapeau. Alors que l'autre, il va être Makpid sur le chapeau, mais l'autre, après, il va en boîte à Tel Aviv. Alors qu'est-ce que tu as gagné avec ton chapeau? Ouais. Donc, en résumé, il ne faut pas leur faire porter le chapeau. C'est-à-dire de leur faire croire que c'est à cause d'eux, ouais, ou c'est à cause du système. Le système, c'est un cadre. D'accord? Je donne toujours ce machal. Quelqu'un, il va à une exposition de peinture, il voit premier tableau, 28 000 €. Ah, c'est un beau tableau, un paysage, bon, super. Deuxième tableau, 70 000 €. Bon, c'est plus compliqué, il y a 3 ou 4 portraits dans le même tableau. C'est bon, c'est très beau, c'est vraiment très technique, colle à cavote. Et puis bon, il fait comme ça tout. Et puis le dernier, 293 000 €. Mais il n'arrive pas à comprendre parce que le tableau, il est blanc. Alors il s'approche, bon, il voit qu'il n'y a personne, il gratte, il voit qu'en fait, le tableau, il est neuf. Il n'y a rien sur le tableau. Le tableau, il est neuf. Ils ont acheté un tableau chez Rouge et Épée là-bas. Ouais. Ils ont enlevé le plastique, ils l'ont mis avec un cadre, ils l'ont mis. 293 000 €. Donc le gars, il est choqué, il appelle le responsable de la galerie, il dit: «Excusez-moi, je ne veux pas mourir bête. Pourquoi il coûte 293 000 €? Et il est blanc». Alors le gars, il dit: «Non, c'est pas le tableau qui coûte cher, c'est le cadre». Bon, je vais expliquer quand même, ouais. Le cadre, c'est la yeshiva, le cadre, c'est le quartier, le cadre, c'est l'ambiance. Des fois, le cadre, il est super, mais le cadre, il a un seul intérêt, c'est d'encadrer. Maintenant, quand tu fais un tableau, le cadre, il met en valeur le tableau. Ouais, la yeshiva met en valeur le bachor. Mais tu peux pas faire un cadre sans travailler le tableau du tout. Pourquoi? Parce que quand il y a le cadre et qu'il n'y a pas le tableau, quand la personne n'est pas devenue, qu'elle n'a pas évolué, qu'elle n'a pas grandi, qu'elle n'est pas construite, il y a le cadre. Monsieur et madame, l'appartement, les 4 enfants, il y a le cadre. Ouais, il y a la Kehila, il y a le cadre. Il y a le chef d'entreprise, les employés, le chiffre d'affaires, il y a le cadre. Mais il n'y a pas de tableau.
d'accord? Ah ben, un cadre qui ne sert pas à encadrer, un tableau, ben, même le cadre, au bout d'un moment, tu peux plus l'encadrer. C'est ça la logique. Bon, c'est un exemple extraordinaire, la vérité, parce que ça me fait penser donc au Tochen, en parlant de Tochen, donc du et vraiment, on va dire, de ce qu'on encadre, de ce qu'on encadre, dans ce spectacle-là, bien que chaque année, on a un thème différent. Donc l'année dernière, on avait énormément pensé à vous. Quand on avait, conçu Mamache, le spectacle, je l'avais fait avec fait un Chitouf Paola avec ma sœur, Sarah, qui a une superbe association aussi pour les femmes qui ont pas d'enfants et en fait, on avait parlé du sujet de choisir la vie et c'est vrai que tout ce qui nous avait, traversé dans la construction de ce spectacle, c'était votre livre, donc La vie et on avait même, parlé de l'invitation à être vraiment et ça a été un spectacle qui a boosté et remis en question des tonnes de personnes parce qu'on a parlé vraiment du contenu de ta vie et qu'en fait, finalement, c'est toi qui l'as choisi. Enfin, c'est toi qui l'as choisi, oui, parce que quand on remonte d'Afka au Mékor de la Nechama, quand elle descend sur terre, on voit que c'est Hachem, il a décidé c'est quoi le tikkun et c'est pourquoi la Nechama, elle va descendre sur terre, mais c'est la Nechama elle-même qui choisit les kélim qu'elle aura besoin pour voyager, son physique, sa famille, et cetera, pour pouvoir, remplir à mieux sa mission. Et le problème, c'est que toute notre vie, on est tout le temps en train de remettre en cause, voilà, donc le mis-à-vive, ma mère, mon père, mon enfance, le cadre, et cetera, et cetera, et cetera. Alors que finalement, c'est nous qu'on est responsables de nos choix et que c'est à nous de construire, notre contenu face aux choix qu'on a pris avant de descendre sur terre. Et quand je suis passée cette année au shlav, on va dire d'après, qui est de chanter la vie, pas juste de la choisir, c'est un peu, donner une suite. C'est qu'en fait, OK, on a compris que notre vie, elle est entre nos mains. Dans le sens où de quelle manière je la dirige. Je peux pas choisir de qu'est-ce que je vais devenir, on va dire, ça Hachem, il a décidé pour moi, mais de quelle manière je vais maximiser mon potentiel, ça oui. Et pour parler de chansons et de contenu face à ce cadre-là, en se concentrant sur le cœur, on comprend en fait et c'est important de le savoir, je pense, c'est que, dans les Tehillim, donc de David Ameller, on a parlé de Rav Ovadia Yosef, on a parlé de plusieurs, voilà, le Gaon Mivilna, j'imagine toute la chassidoute, qui donne une importance particulière à la musique. Mais déjà, on peut remonter tout simplement à David Ameller, qui était le premier er musicothérapeute au monde et qui a soigné voilà, toutes les folies et toutes les Kodem Kol de lui-même, de tout ce qu'il a traversé, de toutes ses souffrances et en plus, après des autres et en passant par Shaol Amelech et qu'il a utilisé la musique pour s'exprimer, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, pour se donner un objectif, pour, s'adoucir et cetera et là, je pose la question, mais alors la musique, elle a combien de fonctions? C'est une occupation ou c'est vraiment bien plus que ça? Et pourquoi je parle de ça? Parce que dans ce spectacle-là, on va voir que David Ameller, il parle de 10 langages de musique qui ont pour chacun une fonction différente sur le nefesh et sur le cœur du Ben Adam. Et donc on parle de, Ashrei Bracha, Maskil, Shir, Shir Nitzuach Nigun, Tfila, Odou, Mizmor, Alléluia. En fait, c'est 10 Leshonot Zimra. En fait, ils vont en ascendant, ça veut dire ils montent au fur et à mesure et à chaque fois qu'en fait qu'on utilise la musique pour réparer une corde de notre cœur, donc par hasard Métare élève, il y a pas d'hasard, mais manienne qu'on a pu appeler l'association comme ça et ben, on peut arriver à la fin à dire Kol Haneshama tel quel est Lucas. La Neshama, elle peut être vraiment Kol en entière pour pouvoir chanter, d'un cœur pur et entier, à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'en fait, ce que je ressens avec mes jeunes filles et avec tout ce qu'on travaille et je pense que je l'ai même quand j'avais construit l'association, je l'avais pas du tout assimilé de cette manière-là. Au fur et à mesure, moi-même, je réalise un travail avec moi-même, qui me pousse en fait à me dire: Tu dois en fait, être consciente de toutes les panels, différents de ton cœur, que des fois ton cœur il t'aide à analyser, à discerner, à t'élever, à te connecter, à t'exprimer, à avancer, à diriger et cetera et de quelle manière en plus ces 10 les Zimra sont en rapport avec les 10 sphirotes. D'après le Tiboun Hazoar, en fait, il parle que chaque sphira qui a un moquet de koach du nefesh à Adam, il ou metoukan derrière à la shon Zimra etzmo, c'est-à-dire c'est quelque chose de miyuchad mamash et que le tikkun haklali de Rabbi Nachman aussi, il utilise les Esser, Pirkei Tehilim, Kenegen, ces 10 le langage de l'âme, pour réparer l'âme, que la musique, le nigun, la simcha et tout ça, c'est on va dire la réparation, du cœur et que quand un cœur il est metoukan, alors à ce moment-là, il peut chanter et il peut, apporter au monde.
Maintenant l'idée de ce spectacle-là, c'est qu'on va accorder les cordes en masse avec le public, pour à la fin chanter avec 3000 femmes réunies. C'est un concept, le Kouloulam, c'est qu'en fait, on prend une chanson qui est en travail de construction et qu'on va diviser en 3 voix et qu'on va chanter tous ensemble, à la fin. Et en fait, le but, il est pas juste de stresser les gens et de se dire, «En fait, vous êtes pas là né là pour, surfer, il faut travailler, il faut accorder, il faut truquer, il faut, sortir sa zone de confort». Bien sûr, c'est un travail, mais c'est juste pour dire, en fait, que qu'on est tous dans la même barque et qu'on a tous, aussi peur et qu'on a des fois, on se sent pas à la hauteur d'être parent et pas à la hauteur de travailler dans tel domaine ou d'être Birlal, le fils d'Hachem ou la fille d'Hachem, parce que ça demande énormément de niveau. Mais en fait, c'est se dire, heu on restons simples, restons juste authentiques, et se dire qu'on a des forces extraordinaires parce que nous, on se concentre sur le potentiel, pas sur les problèmes à régler. Sur le potentiel pour pouvoir se vacciner à faire face à nos problèmes et ces problèmes-là, c'est tout simplement ce qui va nous élever et pas nous enfoncer. Et on est tous dans le même, monde. La génération, elle est compliquée pour tous. On a tous des difficultés avec chaque chose et au lieu de paniquer, fuir ou, bader comme on dit et ben, on est ensemble, on s'unit, on est conscient, on travaille des choses, on les chante. On n'est pas c'est pas qu'on les stresse et qu'on les grandit, on les chante parce que David Ameller, toute sa vie, il a chanté, ses problèmes, en fait. Il a pas chanté, juste ses réussites et c'est de cette manière-là, en fait, qu'on évolue et heu et heu et quand je parle aussi de cette Nekouda-là, je ressens que des fois les personnes se disent: «Non mais, toi tu parles comme ça parce que tu es dans la musique en fait, mais, nous qu'on n'est pas dans la musique, car ça veut dire quoi chanter, la vie? La vie elle est dure, si tu veux travailler, bah, faut travailler» et comment on peut expliquer, même si vous je sais pas si vous êtes, un peu en rapport avec la musique ou pas, mais je veux dire comment on peut interpréter ce côté-là de donner en fait le réchec, de se dire, tu peux travailler et vraiment travailler toute ta vie mais avec douceur, avec un instrument qui te donne la pêche, qui t'angoisse pas. Comment on peut leur donner l'envie? Il y a une constatation qui est violente, que, Rafshar, il avait un enfant qui avait mal tourné ou je sais plus ou plusieurs et quand on lui a demandé à son avis c'était quoi la raison, il a dit: «Parce que Shabbat, j'étais tellement pressé de retourner au limoud, je faisais pas les chants de Shabbat à table». C'est-à-dire, il faisait le kidouche, il mangeait vite fait en 5 minutes et il partait. Il laissait les enfants sans chanter. Bah, c'est intéressant. Rav Shach, il aurait pu dire: «J'ai pas assez étudié, j'aurais pas fait du moussard, je les ai pas accompagnés au Beth Midrash». Non, il a dit: «J'ai pas chanté». Donc il y a une logique. Après, il y a aussi le fait que quand quelqu'un est bien, naturellement, il se met à chanter. Quand quelqu'un a bu un peu de vin, ouais, et qui est pas saoul, mais il est bien, même celui qui sait pas chanter, il se met à chanter. Donc en fait, le problème de dire: «Je suis pas dans la musique» ou «Je suis dans la musique», c'est juste un problème de blocage, un problème de frustration intérieure, de manque de confiance ou d'une trop grande place qu'on laisse au regard de l'autre. Mais chacun dans sa salle de bain, il va chanter, sous la douche, donc ça veut dire qu'en vérité, tout le monde a ce pouvoir-là et justement que non seulement ce pouvoir, il existe, mais en plus, il est nécessaire. Il y a une logique thérapeutique de la musique. Personne n'est insensible à la musique. Ouais, ça veut dire que ça fait quelque chose. Après, l'important, c'est de savoir si on veut utiliser cette force, surfer, en fin de compte, sur cette force-là pour révéler des choses. C'est comme un peu le surfeur d'ailleurs. Ouais, le surfeur, lui, il fabrique pas la vague. La vague, elle existe. Mais lui, maintenant, il sait utiliser la vague. Eh ben, c'est exactement pareil. Quelqu'un, il est pris, comme on l'a dit tout à l'heure, par une symphonie ou par un nigoul, je sais pas, juste avant les camps de la mort, dans les trains qui les emmenaient, hem, à la mort, il y a des grands admourim, ils n'ont pas transmis un message, et fait un Dvar Torah, ils ont appris un nigoul. C'est un nigoul qui a été écrit dans les trains qui allaient au camp de la mort et qui sont restés jusqu'à aujourd'hui. On a des nigounim, du Baal Shem Tov. C'est un truc qui est un phénomène. Donc pourquoi ce passage par la musique? D'accord? Donc je vois pas pourquoi, sous prétexte qu'on est dans une génération, différente, que la musique, elle aurait moins d'importance. Au contraire, la musique, elle peut avoir cette force. Bon, moi, je suis pas très, très, très vieux, mais mes enfants, ils me disent: «On se rappelle de l'ambiance des chants de Seouda Shlichit». Parce que les chants de Seouda Shlichit n'ont rien à voir avec les chants,
de Shabbat Midi et c'est pareil, si on marche dans la montagne ou même avec ma femme Zichrono Livracha, on chantait, des musiques, bon pas toujours des musiques, juives, bon parce qu'on a quand même, un passé, ouais et puis bon, il y a des il y a des ressentis, bon, yesterday, c'est une réalité physique, hein, on peut pas le nier, on ne peut pas faire semblant de Chas v'Shalom, ça sert à rien. Ouais, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des moments de communion comme ça, par la musique, d'accord? Même mes enfants, moi, ils me disent: «Mais papa, tu nous faisais ça à chaque fois, on savait pas que c'était des chansons qui existaient. Genre on l'a entendu dans un supermarché». Ouais et moi aussi j'improvisais des musiques et tout ça. Toujours qu'il y ait c'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer, la joie de vivre, la sérénité, le chant, l'ambiance, la rigolade, jamais séparés. Parce qu'en fin de compte, on essaye de fabriquer un capital de simra et de sérénité dans lequel les enfants vont puiser toute leur vie. La preuve, c'est l'inverse. Moi, j'ai une petite expérience de service de Shalom Baï sur des milliers de couples où on voit que souvent, les gens ne font que reproduire le malaise qu'ils ont vécu en tant que jeunes. C'est-à-dire que les crises de leurs parents, les stress, les engueulades, les nerfs, les insultes et tout ça qui, en fin de compte, étaient légitimées, parce que chacun il va t'expliquer pourquoi il a fait ça. Mais au niveau conséquences, elles existent. Ah bah, c'est exactement pareil. Si on fabrique un terrain dans lequel l'enfant va puiser, si on capitalise un réservoir de simra, c'est bien qu'il y ait dedans qu'il y ait de la musique. C'est bien. Ouais, parce qu'après l'enfant, il aura toujours ce référent. Donc quelqu'un, il peut se rappeler une phrase de la Guémara, quelqu'un, il peut se rappeler un dicton de sa grand-mère et quelqu'un, il peut se rappeler une mélodie. Mais à chaque fois, il va aller puiser, donc non seulement il ne faut pas rejeter, l'idée de la musique, mais au contraire, moi je connais encore une fois des familles, bon plus ashkénazim que sfaradim, en Amérique, en Angleterre ou quoi, où tout le monde apprend un instrument. Ça n'existe pas. Tout le monde apprend un instrument de musique. Ah, tu vas dire Bitul Torah. Bitul Torah, je sais pas, le gars il finit le chasse tous les ans, donc je sais pas qui c'est qui est un vrai batlan, ouais. Mais pourtant il fait 1 heure de violon. Donc ça veut dire que il faut arrêter de faire de l'antinomie avec des choses qui ne sont pas antinomiques et à part ça, il faut profiter, de ce capital extraordinaire. Donc quand il y a une association qui vient et qui propose de mettre en place des choses, surtout que c'est pas dans une kavana, juste faire du spectacle et de la musique, parce que encore une fois, la musique, c'est un prétexte pour faire un travail plus profond au niveau du binyan hanefesh, au niveau de l'épanouissement de la personne, au niveau de la confiance, qui sont des outils, qui sont des objectifs extraordinaires, qu'encore une fois, on veut prendre des raccourcis, avec des thérapies, avec, parler à l'enfant, bah, mais en vérité, l'enfant, je crois qu'il ne comprend même pas de quoi on parle. Par contre, l'enfant, il va recevoir le résultat de ce qu'on va faire. Ouais, c'est comme un enfant qui est nerveux. Tu dis: «Arrête d'être nerveux, arrête d'être nerveux, arrête d'être nerveux». Non, 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 ce que tu fais, bah, c'est que tu l'inscris à un club d'échecs. Après, tu lui fais faire des coloriages de précision, donc il ne doit pas dépasser de la ligne et à part ça, tu lui fais faire, des arts martiaux, mais qui sont basés sur, la violence, mais qui sont basés sur le contrôle. Donc il y a 1 heure de préparation et de respiration et de maîtrise, ouais et il y a 10 minutes de combat. Ouais et à la fin, le gars, en fin de compte, il a réglé son problème de nervosité sans qu'on lui parle une seule fois de la gravité de la nervosité. C'est ça la chorma. Est-ce que parler du problème, c'est aussi lui donner une plus grande place? Forcément. Moi, je lui dis un truc, bon, ça vaut ce que ça vaut, comme on dit chez L'Oréal, c'est que un avion, quand il est en l'air, bon bon, c'est un gros avion, OK. Il pèse au moins 260 tonnes, il est énorme. Quand le pilote, il veut le faire tourner, avec un doigt, il bouge, hop, il part à droite, il part à gauche, parce qu'il est en l'air. Par contre, si vous posez l'avion, vous pouvez pas le faire bouger, ça existe pas. Ouais. Il faut un camion qui passe en dessous pour le tirer, pour le pousser. Donc ça veut dire que tant que le problème n'est pas posé, tu peux facilement le régler, parce qu'il est en l'air. Mais quand tu l'as posé, des fois, tu n'arrives plus à le faire avancer, parce qu'il est posé. C'est pour ça que j'ai dit, il vaut mieux susciter, l'évolution chez l'autre, sans en parler directement, mais que la chose, elle est réglée.
Donc si tu dis à quelqu'un: «J'en ai marre, tu arrives en retard», c'est frustrant, ça va peut-être même l'inciter à revenir en retard. Mais quand il vient à l'heure, de lui dire: «J'adore quand tu arrives à l'heure», bizarrement, ça va l'encourager à venir à l'heure. Donc en fait, c'est la démarche. Mais normalement, ça s'appelle en français la pédagogie. Et la pédagogie, c'est pas de mettre en face de l'enfant la règle. 4 fois 3, 7. Tu as compris? C'est tout. Allez, à demain. Non, c'est 4 fois 3, et ben, c'est des groupes de 3. Il y a 3 pommes, j'en mets 4, tu vois? Maintenant, tu peux les additionner. Tu peux faire 4 plus 4 plus 4, ou enfin 3 plus 3 plus 3 plus 3, ou tu peux faire, en fait, c'est que tu as fait 4 fois 3. Ah bah oui, 4 fois 3. Ah bah oui, 4 fois 3. Donc ça s'appelle la pédagogie. Et ben c'est pareil. Toi, tu fais l'explication et lui, il comprend. Alors que quand tu lui donnes l'explication, pas sûr qu'il comprend. Parce que comprendre, ça s'écrit avec un M. C'est comme prendre. Et prendre, c'est saisir. Et saisir, c'est faire un. La Yédi'a dans la Torah, et dit le Maharal de Prague, c'est de faire corps avec la connaissance. C'est que tant que tu ne vis pas ce que tu sais, ça s'appelle que tu sais pas. Bon, les Chachamim, ils expliquent différemment. Ils disent Kol en adam lomed ela inkem nirshalbo. Un homme n'apprend que ce dans quoi il a trébuché. Ça veut dire que c'est le vécu, en fin de compte, qui fait pénétrer l'information. Moi, je donne toujours cet exemple. Quelqu'un, il a fait toute la halachot Shabbat. Bah, grâce à Dieu, il connaît tout. Bon, il a fait tout. Bon. Et puis, bon, un Shabbat, juste au Shabbat où il y a sa belle-mère qui vient, le gosse, il tire la prise de la plata 10 minutes avant l'entrée de Shabbat. Tu la remettre, pas le remettre, avec un goy, pas un goy, on est après la skia, belash machot, le gars, il crève, il meurt, il cherche partout, il cherche dans le Shulchan Aroukh, il trouve pas la plata. Après, il prend le Shmirat Shabbat Kilcheta, bon, c'est en anglais, il n'arrive pas. Après, il prend Diakut Yosef, et après, il trouve un Kitsour, et il trouve, voilà, on a enlevé la plata, voilà ce qu'on peut faire, tu peux dire au voisin, goy, Amira les goy, belash machot, c'est moudar. Ouh. Maintenant, il faut savoir que cette halakha-là, il l'oubliera jamais, parce qu'il l'a vécu. Donc la chokhma, c'est pas la connaissance. La chokhma, c'est de vivre la connaissance. Donc tout ce qui est apprentissage pour faire pénétrer la chose, et ça, c'est le travail de l'enseignant, d'accord? Alors que qu'est-ce qu'il fait l'enseignant? C'est comme si quelqu'un qui a étudié la psychologie, à son patient, il lui explique la psychologie. Mais le patient, il s'en fiche de la psychologie. Lui, il faut appliquer des mécanismes qui vont déclencher la psychologie, mais d'expliquer la psychologie. Alors c'est ça ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on explique à l'enfant son problème, mais lui, il s'en fiche de savoir le problème. Lui, il veut savoir comment s'en sortir. Par contre, celui qui propose, lui, il doit connaître les mécanismes et il doit trouver un derrière. Comme je vous ai dit tout à l'heure avec jouer aux échecs ou faire un sport de truc, ou un enfant qui n'a pas de père, par exemple. J'ai dit, bah, en colonie de vacances, tu le mets, dès qu'il a 12 ans, tu le mets madrir, comme ça, sur des groupes de 7 ans. Du coup, il va être obligé de faire le père. Il va compenser. Dans les équipes, dans les jeux, tu fais toujours des sports d'équipe. Et tu dis à l'entraîneur, mettez le chef d'équipe, d'accord? Donc en fait, il va être le leader. Donc en fait, il va faire le père. Et ça va créer une prothèse de père, puisqu'il n'a pas de père. Comme quelqu'un il a perdu une jambe, on lui met une prothèse. Et des fois, le père, il joue le rôle de la prothèse. C'est pour ça que la femme, elle dit que Dieu protège mon mari. Bon, faut bien rigoler un peu, parce Ouais, que bien sûr. ça Ouais, un peu, c'est ça, ouais. plus d'1 heure de sérieux quand même, c'est beaucoup pour ma réputation. Alors si on veut parler concrètement, maintenant, on parle de concret, on parle, d'agir, on parle de mettre beaucoup de travail à plutôt que des dibourrim et expliquer les problématiques, dans la théorie. Concrètement, ce qui se passe dans le terrain aujourd'hui, c'est que, il y a des vraies problématiques. Donc on a compris qu'il ne faut pas les poser par terre, il faut les voler, on les oriente, ça c'est vrai. Mais maintenant quand on parle de problématiques, qu'est-ce qu'on rencontre au quotidien? Vous de votre côté, au niveau des adultes, de ce que vous rencontrez, c'est quoi en grosse majorité ce que vous rencontrez? Bah, le principe que je dis toujours, dans les conférences, c'est que avant d'éduquer l'enfant qui est devant toi, il faut que tu éduques l'enfant qui est en toi. Parce que génétiquement, l'enfant, il va hériter de ce qu'on est. Donc après, si on est Mahamine, si on n'est pas Mahamine, bon, il vaut mieux habiter un étage élevé, mais si on est Mahamine, ça veut dire que ce que je vois avec l'enfant, en fait, c'est des choses qui me concernent. Ça veut dire qu'Hachem, il envoie le double tikkun. C'est-à-dire que l'enfant, il a un problème. Moi, je sais que ce problème-là, il a hérité de moi. Et moi, après, il faut que
je l'aide à réparer ça, mais le problème, c'est que pour réussir à le convaincre de le réparer, il faut que moi je sois déjà convaincu, d'accord? Donc si par exemple, l'enfant, il a un problème de mensonge, d'accord? L'Agma, elle dit que si tu promets à un enfant et tu lui donnes pas, bah, tu lui apprends à mentir. C'est-à-dire qu'il faut que le parent déjà il s'auto-analyse, de voir dans ses comportements les incohérences, les mensonges, les non-dits, les contradictions, les quiproquos. Quand on téléphone, il dit que je suis pas là, dit que je suis pas là. Donc l'enfant, il entend que c'est permis de mentir pour avoir la paix, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on voit, des parents qui viennent avec des problèmes d'adolescents, avec des problèmes de chutzpah, avec des problèmes de mensonges, avec des problèmes de double vie, ouais, et ben, malheureusement, souvent, quand on fouille chez l'adulte, d'accord, on voit qu'il y a exactement les mêmes problématiques. Donc ça veut dire que Akadosh Barou Hou, encore une fois, les choses que tu n'as pas réglées en tant que célibataire, tu les épouses et les choses qu'on n'a pas réglées en tant qu'époux, on les accouche. Et après, on vient faire le travail de Khinour, mais encore une fois, c'est un travail de Khinour au niveau de l'enfant, au niveau du couple et au niveau individuel. Donc, toutes ces problématiques-là, il y a un problème de communication. L'enfant, il parle pas, d'accord? Après, je me rappelle que moi aussi, j'étais taiseux, ouais, ou alors qu'il y a des choses, il y a des sujets que j'arrive pas à ouvrir. Donc, comme moi, je vais me faire violence et je vais parler, je vais dire à l'enfant: «Tu sais, viens avec moi, on part à Eilat». Ouais, mais papa, il y a l'école. Non, non, aujourd'hui, il y a pas d'école. Ouais. Même moi, j'ai laissé tomber mon travail et on roule pendant 4 heures parce qu'à 120 km/h, il va pas sauter de la voiture. Et moi, j'ouvre mon cœur et lui, il ouvre son cœur. Il dit: «Tu sais, quand j'étais petit, j'étais comme ça, mais moi, j'ai regretté, j'ai jamais pu parler à mon père et tout ça». Alors l'enfant, il va dire: «Bah, moi aussi, papa, je voulais te parler, moi aussi, je voulais te dire des choses et tout ça». Donc, en fait, on va donner des réponses concrètes, mais pas des choses de pratique. C'est pareil, tu es capable de jouer, je sais pas moi, d'étudier 2 heures avec lui. Bon, ah bah, tu es capable de jouer 1 heure au foot avec lui, même si tu es pas un joueur de football, mais tu vas échanger quelques balles, tu vois? Et lui, il voit son père dans un autre contexte. Donc c'est ça les problématiques, c'est-à-dire la distanciation, justement parce qu'on est très occupé. Les colémans, ils sont pris toute la journée. Les gens qui travaillent, ils sont double peine, ils ont leur temps d'études, leur temps de trucs et des fois, ils ont pas le temps, en fin de compte, de s'occuper de leurs enfants. Mais il faut accepter que s'occuper des enfants, c'est pas bitul Torah. C'est pas de la perte de Torah puisque quand Chas Shalom, l'enfant, il va mal tourner, là, tu vas avoir du vrai bitul Torah. Parce qu'il faudra le surveiller, parce qu'il faudra l'entourer, parce qu'il faudra l'encadrer, parce qu'il faudra l'emmener chez des thérapeutes. Donc la logique, c'est quoi? C'est que quand tu donnes chaque jour ce que l'enfant il a besoin, le petit quart d'heure, tu évites d'avoir des journées entières à passer avec lui. Maintenant les problématiques, encore une fois, elles sont les problématiques de la génération. D'accord? Ça commence par la façon de s'habiller, d'accord? Après, c'est le langage. Après, c'est le mensonge. Ouais, je vais chez un copain, en fin de compte, c'est une copine. Après, bah, c'est la cigarette, parce que c'est quand même une des choses que, bon, Hachem, ils apprennent à la yeshiva, qu'ils avaient pas besoin, mais ça vient quand même. De se coucher très, très tard, pour rien, pour parler des bêtises et rater le seder du matin. Tout ça, c'est des réalités physiques. Donc il faut pas attendre la yeshiva pour dire à l'enfant que c'est important de se coucher tôt. C'est que en fait, c'est un problème d'ambition. C'est-à-dire que si quelqu'un, il a une ambition, la preuve, quand il a l'ambition de prendre l'avion pour partir en France le lendemain, hein, il se lève à 4 heures. Ouais, mais quand il a l'ambition de pas rater le Kriyat Shema du matin, il se réveille juste à l'heure où c'est fini le Kriyat Shema. Ouais. Donc on voit bien que tout ça, c'est de en fin de compte et c'est ça le pidarco, c'est de voir, en fin de compte, quel est le manque et de trouver, la carotte qui correspond à la motivation. Et après, dès que l'enfant il est dans la dynamique, il y a plus de problème. Moi, je me rappelle d'un très grand rave qui posait une question aux enfants le Shabbat sur la paracha. Mais à l'époque, il leur proposait 100 francs, ce qui est énorme. Ouais, 100 francs si tu trouves la réponse. Le gars, toute la semaine, il se cassait la tête. Tu dis: «Mais c'est pas bien, le ménage les Kabel Bras». Ça n'a rien à voir. Ouais, on donne aux enfants des récompenses, même le Rambam, il en parle et tout, ça existe. Mais l'idée, c'est de trouver, entre la motivation et la carotte, comment l'enfant va être en mouvement. Donc encore une fois, bah, les problèmes, ils sont transgénérationnels. Ça, il y a 100 ans, les tzara des Bachorim, c'était de devenir communiste pour faire de la philosophie. Après, c'était de devenir sioniste pour quitter la Lituanie et pour aller, dans un moshav, Shomer HaTzaïr, en Israël. Après, bah, c'était d'avoir une copine, Shomer Negia, ouais.
Et après, c'est d'aller à la plage ou de penser qu'on est attiré par un sexe opposé, les générations, elles évoluent, ça existe. Mais je dis que nous, en tant que parents, on doit être prêt à toute éventualité et avoir l'esprit assez ouvert pour pas tomber des nues. Parce que les enfants, ils ont, un corps de ridouche incroyable. Ouais, et nous, on est censés être assez blindés, pour pouvoir absorber le choc. Ou non, on va se mettre à crier, on va s'affoler, on va insulter la famille, d'en face, simplement parce qu'on n'a pas le courage d'accepter que le seul défaut de nos enfants, c'est qu'ils nous ressemblent, sauf qu'ils font pas semblant. Surtout cette génération, j'ai l'impression vraiment que cette génération, ils sont dans cette recherche de vérité à 100. Eux veulent plus faire semblant et quand on contourne et ben, ils nous font rappeler clairement que qu'on dévie, quoi. Donc bah, ça me rappelle, voilà, la conférence où vous étiez venus, où on avait parlé de ce que les enfants pensent de nous. D'ailleurs, je me rappelle que j'avais reçu un message d'une personne, d'AFCA, très honorable qui m'avait dit la vérité: «J'ai envie de venir, mais je suis pas prête à entendre ce que mes enfants, ils pensent de moi». Et en fait, c'est tout simplement, comme vous avez dit, c'est tant qu'on n'a pas réglé l'enfant intérieur qui est en nous, on peut pas régler l'enfant Devant. qui est devant nous. Mesrat Hachem. Donc bon, alors par rapport à grâce, on va dire, à tout ce cheminement incroyable qu'on a parlé, je pense qu'on a parlé des décalages de génération, des problématiques qu'on rencontre. Aujourd'hui aussi, c'est important de parler que voilà, le Ratson, il est un petit peu à la Ritzpa, les dépressions, le manque de réchec dans pas mal de choses, le Yihush dans parce qu'il y a énormément d'ambition et pas assez d'immunité, on va dire. Mais finalement, voilà, c'est pour ça que je pense que la chassidoute aujourd'hui, elle prend une très grande place parce qu'elle montre que, voilà, «Ein Yihush klal ba'olam» et on peut toujours avancer. Et d'ailleurs, Rabbi Nachman, il dit vraiment qu'en chaque neshama, il y a un chaque personne, elle a un nigun mishélo, elle a une musique, une mélodie intérieure en elle. Aussi par hasard, le slogan de l'association, c'est «Découvre la mélodie, qui est en toi». Et c'est en fait, comprendre qu'au lieu de suivre un idéal clali de bonheur et de parentalité exceptionnelle ou de conjugalité, parfaite, et ben, il faut tout simplement savoir qu'est-ce qui est authentique à nous, ce qui nous ressemble, ce qui nous parle, ce qui résonne de la meilleure des manières, et d'accorder les violons et d'écouter, ça d'abord soi-même. Et c'est un sujet qu'on en parlera parce qu'on est dans un monde, il y a énormément de bruit, que ce soit les notifications, les alarmes, les cris, les travaux, la technologie, les klaxons, le balagan, le stress, la charge mentale. Et en fait, à un moment, on se dit: «Mais le silence, il est où, quoi?» C'est pour ça que les des doutes, on en a besoin aussi aujourd'hui, parce qu'on se dit: «J'ai je c'est quoi le vrai Nigun HaChaim que j'ai en moi, et qu'est-ce que j'ai à apporter?» Qu'on n'essaye pas de maintenant aujourd'hui, voilà, tout le monde s'appelle coach, tout le monde s'appelle, politicien, tout le monde se dit: «Moi je sais, moi je dirige». Mais je pense qu'on a nous-mêmes les réponses en nous pour être un très bon parent et un bon ado. Et si je peux témoigner ça, j'ai Dafka, les parents qui m'appellent le plus des fois pour me raconter, des histoires rocambolesques sur leur enfant, comme quoi, ils ont perdu tout espoir parce que l'enfant, voilà, il les base, de A jusqu'à Z. C'est de ce genre d'enfant que je qui me confie combien ils auraient rêvé, être proches de leurs parents, et qu'elles les aiment et qu'elles attendraient juste d'avoir une vraie communication, un vrai lien. Donc finalement, on n'est pas si loin l'un de l'autre. Chacun a besoin, de ses parents ou de ses enfants. Et si on fait tomber un petit peu tous les masques, le bruit, les agressions, les grands titres qui nous disent quoi faire et comment faire, écouter sa propre mélodie intérieure, la mélodie de ses enfants, et pas réparer, transformer, tout changer, mais juste, réaccorder avec un bon regard. En tout cas, merci beaucoup, Rabbi Chetrit, d'avoir accepté, cette invitation, ce partage, hyper enrichissant, d'abord pour moi, et qui, j'espère, portera, matière à réflexion à tout à chacun. Et pour ceux et celles qui, enfin celles surtout, uniquement, qui seraient intéressés, à nous rejoindre, donc à cet événement extraordinaire où vous verrez, 50 artistes sur scène, chanteuses, danseuses et musiciennes, 100 des ados, qui font un travail extraordinaire de découvrir, voilà, leur potentiel et de l'exprimer d'une manière codem call, on va dire vraiment, artistiquement hyper élevée. Mais on sent un massa derrière, tout un message, un parcours, et le sujet d'une manière, très profonde. On chantera aussi tous à l'unisson à la fin, parce que finalement, c'est ce Beyachad qu'on attend, qu'Akadosh Baruch Hu attend aussi. Et si on peut avoir, Rav Chetrit, une bracha pour, voilà, ce qu'on fait, et pour, toutes ces jeunes extraordinaires. Alors le Abravanel, il pose la question: «Est-ce que la bracha
bon, pas la mienne, parce que bon, je suis un peu jeune, mais la bracha du tzaddik, est-ce que c'est une hashpa'a ou est-ce que c'est une nivoua? D'accord? Quand des parents, ils vont bénir un enfant ou un tzaddik qui va bénir, est-ce qu'il fait une nivoua à l'avance? Il dit que tu vas être comme ça? Ou alors, c'est une hashpa'a, c'est-à-dire que la neshama de la personne, la volonté du tzaddik, elle va aller vers l'enfant pour que son potentiel se révèle. C'est-à-dire, c'est exactement pareil. Votre projet, il est très, très grand, potentiellement d'amener des choses, de faire des choses et il fait concrètement déjà des choses. Donc la meilleure bracha, c'est que, vous ayez siyata dishmaya dans ce que vous faites, que vous ayez, aussi la choutafout, des parents à 100, parce que c'est impossible de faire les choses avec les enfants si les parents ne sont pas là. Et que ce lien-là entre vous et les enfants entre les enfants avec leurs parents et les parents, avec les enfants, ça s'accomplisse sur le principe fondamental de Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Parce que Ahava, alors nous on traduit toujours aimer, mais c'est une erreur. En vérité, Ahava, c'est la même gematria que Echad. Donc Ve'ahavta, c'est un verbe dynamique de faire un avec l'autre. Donc le problème, c'est que chaque mitzvah, elle a son yetzer hara. Donc le Gaon de Vilna, il dit quand tu veux savoir où est-ce qu'elle est la mitzvah, tu regardes où est-ce qu'il est le yetzer hara. Donc la mitzvah de Kriyat Shema, c'est de lire chaque lettre. Donc le yetzer hara, c'est d'avaler les mots. La mitzvah de la Hamida, c'est de se concentrer. Donc le yetzer hara, c'est de se déconcentrer. Et la mitzvah, dans le couple, ouais, avec l'autre en général, c'est de faire un. Donc le yetzer hara, c'est de faire deux. Donc c'est normal qu'il y ait ces incompréhensions, ces malentendus, alors qu'il y a deux très grandes, ahava entre les parents et les enfants, mais qu'il y a cette fracture. C'est normal encore une fois parce que l'yetzer hara, il fait son travail. Parce que lutter contre l'yetzer hara s'appelle l'idgaber et l'idgaber, c'est l'yod gever et gever, c'est le contraire de l'enfant. Donc si on fait l'enfant avec ses enfants, d'accord? Alors bizarrement, eux, ils font le gever. Maintenant, eux, ils veulent se positionner en position d'enfant, c'est à condition qu'ils aient en face d'eux des guévers. Donc ça veut dire devant chaque situation, il faut être un guéver, il faut être une guéverette. Donc il faut que les parents, je souhaite que les parents, ils aient cette idgabrut, c'est-à-dire cette accélération de maturité, de devenir des guévers. Que les enfants aussi, ça leur donne l'occasion aussi d'être mitgaber. Évidemment que quand ils deviennent des guévers, ils vont sublimer les tentations de faire les gamins et les gamineries et les bêtises de gamins. Et c'est ça. Et maintenant, quand on voit que chacun il est mitgaber, ouais, si déjà quand on n'agit pas, le fait de grandir, ça fait grandir l'autre, alors quand on agit, à plus forte raison. Donc je prie Hachem qu'il vous aide à continuer à être des bons shlichim pour les parents, et que les parents ils soient des bons associés avec vous, et que les enfants, ils puissent ouvrir pleinement leur cœur pour participer à cette aventure extraordinaire de Meta et élèves. Amen. Bezrat Hashem, je tiens à préciser qu'il est toujours temps vraiment de nous aider, nous soutenir dans cette association. Pour celui qui regarde l'affiche, il y a le logo de Métare Élève et le seul logo qui est écrit, c'est Hachem Sponsor. On a pu démarcher beaucoup de personnes et c'est vrai que c'est pas évident d'avoir du soutien. Et là où il y a des difficultés, c'est qu'il y a quelque chose de spécial, donc on y croit. Et donc parents ou personnes qui ont envie de nous soutenir, c'est encore le moment de faire partie d'un grand Kiddush Hashem, parce que l'idée principale, c'est l'Achdout, le Hémet, et de faire du Nachat Akadosh Baruch Hu. C'est la seule volonté de se lancer dans un projet tellement fou, et je suis sûre qu'il fera beaucoup de bien à tous. Donc merci à vous, et voilà, qu'Hachem Ania Ktana, elle vous donne vraiment tout ce que vous. Si je peux rajouter, la Gemara elle dit que celui qui ramène un juif à la Torah, sa tefila est entendue. Donc moi j'en suis à peu près à 30 000 balais tchouva. Donc toutes les personnes qui feront un don à Métar Élève, ils transmettent les noms de la famille à Madame Journeau, et moi on me les transmettra et je ferai une bracha spécifique pour chaque donateur. Et au pire ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous.